Bonjour à tous, je suis Christopher Belaï, expert rhum au sein de la maison Évélier. Et aujourd'hui, on va essayer de relever le défi de faire le tour du monde du rhum en 24 minutes. Alors, on va décrypter un petit peu tout ça parce qu'il y a autant des rhums de mélasse, des rhums pur jus de canne, du sirop de canne. On va essayer d'expliquer pour faire en sorte que jusqu'à Noël, vous ayez une découverte par jour au sein de cette eau de vie magnifique qu'on appelle le rhum. Alors, on va commencer ce tour du monde tout en douceur avec le rhum Kirk & Swinney, la référence Reserva. Donc là, on part dans les Caraïbes et sur la partie ouest de l'île, donc la République dominicaine. Les rhums de tradition hispanique, on appelle généralement les rhums. On a plusieurs catégories de rhums qu'on aime bien séparer. Et donc il y a les rhums RHUM, donc les rhums de tradition française, rhum RUM, rhum de tradition britannique, et rhum RON, donc ce qu'on a ici en l'occurrence. Donc ici, c'est un assemblage de rhum fait à partir de mélasse. Donc la mélasse, c'est quoi? C'est le résidu de production de sucre. Historiquement, on s'intéressait d'abord au fait de faire du sucre. Ensuite, on avait un résidu, c'est ce qu'on a commencé à fermenter, puis distiller pour créer du coup ce qu'on appelle du rhum. Donc ici, on va avoir un rhum tout en douceur, tout en équilibre, facile pour entrer dans la dégustation étant donné qu'on a 23 autres après. On reste en Caraïbes et on va s'attaquer à Providence. Providence, c'est une distillerie qu'on a créée à Haïti. On aura l'occasion de parler un petit peu des rhums d'Haïti qu'on appelle les clairins. En revanche, ici, ça n'est pas du clairin. C'est un partenariat avec un producteur de clairin en l'occurrence, qui s'appelle Michel Sajou, et on s'est intéressé à travailler une seule variété de canne. Mais en tout cas, retenez pour ce produit, c'est un rhum qui est fait à partir de pur jus de canne et qui a subi une double distillation. La première faite par notre partenaire qui est Michel Sajous, et la deuxième sur un superbe alambic qu'on appelle un pot still, en canne alambic à repasse, pour faire la deuxième distillation à la distillerie de Port-au-Prince, qui est donc la distillerie qui produit le rhum Providence. Ici, c'est un rhum qui est millésimé, en tout cas c'est l'année de production qui est 2020, et il a passé 3 ans dans des fûts qui avaient précédemment contenu du rhum de chez Providence. Alors si on met un petit peu de côté les termes techniques, donc pot still, pur jus de canne, etc., monovariétal parce que c'est de la canne cristalline, si on s'intéresse vraiment au profil aromatique, c'est des rhums qui sont extrêmement intenses, donc pas nécessairement en alcool. Quand on dit un rhum intense, c'est volontairement sur la partie aromatique où il se passe plein de choses, très complexes. Il y a autant un côté un peu fruité qu'on peut avoir avec notamment de la banane par exemple, côté un petit peu végétal parce que c'est le pur jus de canne à sucre qu'on a utilisé, mais aussi des notes épicées qui vont venir du bois. Donc on a tout cet assemblage qui en fait un produit absolument exceptionnel à la dégustation. Pour poursuivre notre tour du monde, on a fait des produits qui étaient uniques à leur territoire. Maintenant, ça va être un petit peu différent étant donné que ça va être un assemblage de 2 territoires. Le premier, c'est un rhum qui vient des Seychelles, donc produit par la distillerie Takamaka. Ici, c'est un rhum qui va être pur jus de canne et distillé en pot still. Donc vous vous rappelez, c'est l'alambic dont on a parlé sur Providence. Le deuxième rhum qui va être assemblé sur la cuvée Grand Casse qu'on a ici, c'est un rhum qui est en provenance d'une distillerie de la Barbade qui s'appelle Foursquare. On va assembler ces 2 rhums, l'un étant en pur jus de canne, l'autre de mélasse. Ça paraît un petit peu audacieux, mais c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup dans l'histoire du rhum, qui va donner cette cuvée qui est très équilibrée, des notes un petit peu épicées, vanillées, et hyper accessible, et pour se rendre compte aussi d'un rhum qui était un petit peu historique et qu'on aimait bien faire à l'époque. On va poursuivre le lexique qu'on veut essayer de travailler pour comprendre un petit peu tout cet univers du rhum et même des spiritueux d'une manière générale. Il y a les producteurs, qu'on a vu juste avant, donc des emboutteillages officiels, mais il y a aussi ce qu'on appelle des embouteilleurs indépendants. C'est le cas ici avec Rum Nation, qui va faire un petit peu le tour du monde, sélectionner des fûts et mettre en bouteille ce qu'il considère être comme bon. Donc on peut avoir Rum Nation ici, Pérou, mais on peut avoir aussi d'autres provenances en fonction des choix et des coups de cœur, on va dire, de l'embouteilleur indépendant. Ici, on est un petit peu comme le premier rhum qu'on a évoqué, donc Kirk & Swinney, qui est un rhum facile, gourmand, très accessible, que vous pouvez facilement partager si vous n'avez pas forcément l'habitude des spiritueux et donc un degré d'alcool qui est assez élevé. On poursuit et on retourne dans la Caraïbe. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Paparouillot. Ça rend hommage à Charles-Albert Ruscade, qui était un coupeur de canne né en 1920 et qui a été coupeur de canne pendant 60 ans en Guadeloupe. Donc à la base, il travaillait au moule. Maintenant, la distillerie est située à Goyave. Et j'ai beaucoup de respect pour cette distillerie parce qu'ils appellent les coupeurs de canne des maîtres canniers. Quand on s'intéresse au vin, on va reconnaître que le vigneron a un savoir-faire tout particulier sur la récolte de son fruit. Ici, ça va être la même chose. La culture de la canne à sucre, c'est un art. La couper, c'est un métier qui est très complexe. Et donc, il est, selon moi, et selon aussi, je pense, l'équipe, c'est de rendre hommage à ces gens qui interviennent et qui s'investissent énormément pour faire en sorte qu'on ait des produits subtils, intéressants et exceptionnels en bouteille. Alors, vous l'avez remarqué, ce rhum, il est blanc. Il n'y a pas de lien entre la matière première et la couleur. La couleur, elle vient du vieillissement.
Donc ici, si le produit est blanc, c'est qu'il n'a pas été vieilli. Tous les rhums sont blancs avant qu'il y ait vieillissement, et même tous les spiritueux. Petit conseil quand même, je sais que la couleur peut être agréable, peut être flatteuse, par contre, vous ne faites pas avoir par la couleur, elle veut tout rien dire. S'il y a une couleur et un vieillissement, mais pas de lien entre c'est très foncé, c'est très vieux. Et pour percevoir toutes les nuances et les arômes de la canne à sucre, c'est fantastique. On va s'intéresser à une autre île un petit peu méconnue, parce que quand on parle de rhum, on va souvent avoir en tête la Jamaïque, la Barbade, etc. Il y a une autre île qui s'appelle Grenade. C'est d'ailleurs cette cuvée, Renegade, donc qui est donc un anagramme de l'île Grenade, qui est une distillerie créée par Mark Reynier. Alors les amateurs de whisky les connaissent bien, c'est le créateur aussi de Waterford, et c'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à la notion de terroir. Sur le rhum, il va faire un peu la même chose. La notion de terroir sur le rhum, elle est plus qu'évidente, beaucoup s'y intéressent, les variétés de canne, les types de terroirs, les types de distillation, de fermentation, etc. Mais ici, Mark Reynier va s'intéresser à des variétés de cannes différentes qui ont poussé sur des terroirs différents et distillé et fermenté de façon un petit peu différente aussi. Renegade va souvent s'intéresser à faire des cuvées bien particulières avec chaque fois un focus sur une information. Ici, c'est un petit peu le résumé de tout ça et c'est un assemblage fait par Mark Reynier pour montrer un petit peu l'équilibre parmi toutes ces possibilités qu'on a avec les variétés de canne, les terroirs, etc. C'est un rhum qui est rond, suave, facile, un petit peu épicé, mais facile pour entrer dans l'univers aussi des rhums pur jus de canne. Attention, tous les rhums agricoles sont faits avec le pur jus de canne, mais tous les rhums pur jus de canne ne sont pas agricoles. On va s'intéresser aux bateaux et à la navigation et même à la Royal Navy. Pendant très longtemps, jusque dans les années 70, même le 31 juillet 1970, ce qu'on appelle le Black Tod Day, la marine britannique donnait une ration quotidienne à ses marins. Cette journée-là, donc le 31 juillet, on a arrêté cette ration quotidienne. Mais en tout cas, à l'époque, on donnait donc un rhum qui était fait avec un assemblage des rhums de différentes provenances, donc des rhums de tradition britannique. Donc les territoires, on va parler anglais. Jamaïque, Barbade, Guyana, en tout cas c'est l'occurrence ici, pour les donner aux marins, ce qu'on appelait les Navy Rum. Donc Black Tod rend hommage à ce jour malheureux, on a arrêté de donner de l'alcool aux marins, en l'occurrence du rhum, mais qui retrace un petit peu ce rhum historique avec un équilibre fantastique où on a tous les points positifs de chaque terroir. Le côté fruité de la Jamaïque, le côté gourmand de Guyane et le côté qui va adoucir un petit peu tout ça avec la Barbade. On a évoqué la notion d'assemblage juste avant avec des terroirs différents, des distilleries différentes. Ici, on va s'intéresser à un seul territoire, qui est donc la Colombie, et donc à la distillerie Dictador, qui est une distillerie qui a été fondée en 1913 à Cartagena. Donc l'idée, c'est que c'est un rhum qui est 20 ans, donc 20 ans bien évidemment c'est extrêmement vieux, mais au-delà de ça, c'est surtout que le Master Blender, à l'origine de l'assemblage, qu'on appelle aussi les blends, c'est la 3e génération de Master Blender qui s'occupe de l'assemblage de ces fûts de Dictador. Et donc l'idée, c'est assembler des fûts qui ont des profils aromatiques différents pour essayer de trouver l'équilibre parfait parmi tous ces fûts qui ont donc chacun sa subtilité. En résulte un rhum qui est hyper équilibré, relativement gourmand, avec des notes de café qui est hyper facile pour entrer dans l'univers, encore une fois, des rhums de tradition hispanique. Beaucoup d'experts s'accordent à dire que l'origine du rhum, en tout cas les premières distillations de rhum, seraient effectuées à la Barbade. Si on s'intéresse à la Barbade, on va pouvoir parler de la cuvée XO de chez Plantray, qui est donc un hommage un petit peu à ces rhums historiques qu'on faisait à la Barbade, donc avec la mélasse. Petit rappel quand même sur la mélasse veut tout rien dire. C'est une matière première pour faire de l'alcool, et donc en l'occurrence du rhum. Ce n'est pas parce qu'un rhum est de mélasse qu'il va avoir des propriétés bien définies. Le rhum, c'est un univers très complexe, et donc il faut s'intéresser aussi à variété de canne, type de fermentation, type de levure, type d'outils de distillation, etc. Ici, ça va être un assemblage de rhum de mélasse, vieilli une première fois en climat tropical et une seconde fois en climat continental. Ici, on va faire passer les fûts qui ont déjà vieilli une première fois à la Barbade, une seconde fois dans des fûts qui ont contenu du cognac. Donc c'est ce qu'on appelle un finish, en gros un deuxième vieillissement dans des fûts qui ont contenu un autre alcool. Le bois a absorbé un petit peu l'alcool qu'il y avait avant, donc il va pouvoir retransmettre des subtilités, des arômes dans le nouvel alcool qu'on va mettre dedans. On va repartir sur un rhum blanc, et donc un rhum qui est non vieilli, maintenant vous le savez, mais cette fois-ci on n'est pas dans les Caraïbes, on est en Asie, et en l'occurrence en Thaïlande. Alors Cha Long Bay, c'est une distillerie qui a été créée par des Français. Lors d'un voyage, en fait, ils sont tombés amoureux du pays, ils se sont dit, il y a plein de canne à sucre, pourquoi ne pas faire du rhum? Alors là, pour le coup, quand on parle canne à sucre, imaginez que c'est une plante, et donc ce côté végétal qu'on peut avoir aussi sur une tequila, eh bien on y retrouve ici aussi. Il y a par exemple des notes d'agave qu'on peut retrouver un petit peu sur ce produit, des notes florales et un petit peu herbacées qui rendent le produit extrêmement intéressant. Et il n'a pas à rougir face à des rhums de tradition française, donc je pense à Martinique et à Guadeloupe qui font aussi de superbes rhums pur jus de canne.
On reste en Thaïlande, mais cette fois-ci avec un produit qui est diamétralement opposé au précédent. Sans jugement de valeur, c'est juste pour dire que ce rhum-là, Praya, lui est un rhum de mélasse, donc toujours fait en Thaïlande. En revanche, distillation en colonne, on était en pot still précédemment, et ici, du vieillissement, là où le Chalongben n'était pas vieilli. Donc des produits qui viennent du même territoire et qui prouvent bien aussi que la localisation géographique ne vous donne pas forcément une indication très précise de ce que vous allez avoir dans le verre. Tout dépend de ce que veut faire la distillerie et l'ambition derrière le projet de la production du rhum. On retourne dans l'univers des embouteilleurs indépendants et avec une dynamique qui, moi, me parle beaucoup, c'est la notion de commerce équitable. Donc, d'où le nom de cette cuvée qui s'appelle Faire. Et Faire s'engage justement à faire en sorte que les coupeurs de canne et en tout cas les fournisseurs de canne à sucre soient suffisamment rémunérés pour cette production. Il y a aussi une notion sur laquelle il faut s'intéresser. Alors c'est un tout petit écrit XO. Ça, c'est des notions qu'on voit beaucoup sur les rhums de tradition française et que vous pouvez même connaître avec le cognac. Par exemple, le XO, donc c'est pour Extra Old et qui correspond à minimum 6 ans de vieillissement. Donc là, on est au Belize. Ce rhum a passé au moins 6 ans dans des fûts qui ont précédemment contenu du bourbon. Sur ce Faire XO, vous allez retrouver des notes fruitées, légèrement épicées. Vous n'attendez pas non plus à avoir des notions de piment, mais quand on dit épicé, c'est un spectre qui est beaucoup plus large. Et là, par exemple, vous avez peut-être sûrement aussi ce petit côté madeleine qu'on peut retrouver sur cette cuvée, et donc le côté aussi vanillé. On est allé sur l'île Hispaniola tout à l'heure et on s'est intéressé à Providence sur les rhums d'Haïti. Ici, on va rester en Haïti, mais on va s'intéresser à une catégorie entière, unique, qui s'appelle le clairin. Le clairin, c'est l'appellation pour des rhums uniquement faits à Haïti et qui reposent sur des éléments extrêmement importants, notamment la biodiversité qui entoure les champs de canne à sucre, le fait que la canne à sucre soit récoltée à la main, qu'il n'y ait pas d'eau qui soit rajoutée lors de la fermentation. Et c'est des rhums qui vont être fermentés avec des levures ce qu'on appelle indigènes. En gros, on ne va pas rajouter des levures, on va profiter des levures qui sont directement sur la canne. En résulte des productions différentes à chaque année, mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté du produit parce que c'est des produits qui vivent et qui sont vivants depuis des centaines d'années. Le producteur du clairin, lui, va faire du sirop de canne. C'est un jus de canne qui a été réduit, donc on va chauffer, retirer l'eau et ensuite lancer en fermentation. Vous avez un côté un petit peu fumé qui est fascinant sur ce produit et donc d'une production à l'autre, vous pouvez découvrir aussi toutes les nuances et les subtilités derrière le clairin. Des producteurs, il y en a beaucoup. Là, on est sur le Rocher. Vous avez aussi Sajous, Vaval, Casimir. Et s'y intéresser, c'est se rendre compte aussi de toute la diversité dans les savoir-faire que chaque producteur peut avoir au sein des clairins. Il y a le côté fumé que j'ai évoqué qui ressort un petit peu plus. Et les notes de canne à sucre. Quand on parle de canne à sucre, on entend le mot sucre à chaque fois. En revanche, c'est une canne, c'est une plante. Et donc tout ce côté végétal, on peut le ressortir. Et là, c'est même sur la texture du produit qui est absolument fantastique. On s'est approché de l'Afrique tout à l'heure avec Takamaka sur les rhums des Seychelles. Maintenant, on va rentrer sur le territoire directement pour l'Afrique du Sud avec Moba. C'est une jeune distillerie qui est absolument fascinante parce que le propriétaire de la distillerie, qui s'appelle Robert Graves, a créé cette distillerie avec un principe simple, c'est s'il y a de la canne à sucre, on peut faire du rhum. Moba, c'est fait à partir de pur jus de canne, une variété de canne qui est Nkomazi et qui est fermentée très très longtemps, un petit peu à l'image des clairins qui vont être extrêmement aromatiques avec des longues fermentations. Ici, on débute la fermentation en rajoutant des levures et ensuite, c'est les levures naturelles qui vont reprendre le relais et pour faire des rhums qui sont absolument mémorables. Alors, au niveau des notes de dégustation, donc ce rhum-là a passé quelques temps dans des fûts de chêne américains qui ont précédemment contenu du whisky, donc ça va laisser une empreinte aussi sur le rhum. Petit conseil aussi, étant donné que c'est des rhums qui sont assez intenses en termes d'aromatiques, évitez de mettre le nez directement dans le verre, gardez une petite distance et jouez d'une narine à l'autre, vous allez voir aussi c'est un petit peu plus agréable et vous pourrez percevoir aussi toutes les subtilités qu'il y a derrière ce rhum. Donc les notes de canne à sucre qu'on a déjà évoquées précédemment, mais aussi le côté un petit peu fumé, un petit peu truffe parfois, qu'on retrouve sur cette cuvée. On va poursuivre notre tour du monde avec un rhum pur jus de canne, encore une fois. En revanche, ici, un rhum agricole. Alors j'explique un petit peu la nuance parce que les derniers rhums étaient aussi pur jus de canne. La notion agricole, ça se limite à certains territoires. Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane française et Madère. Pourquoi Madère? Il y avait des cannes à sucre à Madère avant d'en avoir dans les Antilles françaises. En revanche, ici, on s'intéresse à la Guadeloupe et donc à Caroquera. Il est écrit sur l'étiquette rhum vieux. Donc vous avez vu, la couleur n'est pas hyper foncée comparée à d'autres rhums qu'on a pu voir auparavant. Donc la couleur ne veut strictement rien dire. Tout dépend aussi du type de fût, où est-ce que ça vit, etc. En l'occurrence, ici, c'est un assemblage de rhum vieilli en fût ex-cognac. Et l'appellation rhum vieux, c'est pour dire que le rhum a au moins 3 ans. En dessous de 3 ans, on n'a pas l'appellation vieux, on est ce qu'on appelle un rhum élevé sous bois.
Alors on reste dans la Caraïbe, mais cette fois on va s'intéresser à Naisson. Naisson, donc la plus petite distillerie martiniquaise, est pas très loin de la Guadeloupe et pourtant c'est très différent. En Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle une IGP, une indication géographique protégée. En Martinique, c'est un peu différent, c'est une AOC, appellation d'origine contrôlée. L'AOC, ça garantit une certaine qualité et surtout un cahier des charges qui oblige les distilleries à travailler d'une certaine façon. Typiquement, si on veut écrire Martinique sur une bouteille, on ne peut pas distiller à partir de mélasse. Le temps de fermentation est contrôlé, l'outil de distillation, qui est une colonne obligatoirement, est contrôlé. Le degré d'alcool en sortie de distillation aussi est contrôlé. On ne peut pas distiller en dessous de 65 et pas au-dessus de 75. Et donc pour atteindre le 52,5 de cette cuvée fantastique de chez Naisson, on fait ce qu'on appelle une réduction. Le fait de faire une réduction, c'est de rajouter de l'eau pour baisser le degré d'alcool. Et donc c'est aussi un savoir-faire. Rajouter de l'eau dans un spiritueux, c'est pas à la va-vite, c'est une maîtrise et un savoir-faire. Et Naisson nous prouve encore une fois tout son savoir-faire sur chacun des maillons de la création du rhum et ça en fait un rhum de dégustation qui est absolument fantastique. Petit rappel, le rhum blanc, on a l'habitude de le boire en anti-punch, c'est pas obligatoire et quand vous faites un anti-punch, quand vous avez des rhums de cette qualité, évitez de mettre trop de sucre ou trop de citron, vous allez peut-être potentiellement dénaturer un petit peu. Et jamais de glaçons dans l'anti-punch, c'est très important. Naisson est une distillerie qui est exceptionnelle et qui est très reconnue pour la qualité de ses rhums, mais aussi qui est reconnue pour la forme de sa bouteille, qui est donc appelée épaules carrées. Alors cette cuvée, on sort des rhums non vieillis. Ça, c'est un rhum qui est passé un petit peu en fût, qu'on va appeler élevé sous bois, donc qui oblige à vieillir son rhum au moins 1 an dans un fût. Ici, on va s'intéresser à une technique qu'on appelle le bousinage, donc c'est le fait de chauffer le fût pour jouer en fait sur les arômes que vont transmettre les fûts lors du vieillissement. Ici, c'est un type de chauffe qui est appelé le profil 105 et qui en fait le meilleur des deux mondes. On a toujours les arômes de la canne à sucre d'un côté et on va jouer sur les arômes un petit peu épicés et gourmands et vanillés qu'on peut avoir sur le fût. Et on va s'intéresser cette fois-ci à la cuvée Grand Añejo de chez Plantré. Donc ici, on va mélanger 2 localisations et on va faire, comme à l'accoutumée, et c'est un petit peu la signature de chez Plantré, de faire un second vieillissement dans des fûts qui ont contenu du cognac. Donc vous vous rappelez, cette notion s'appelle le finish. Et donc utiliser 2 localisations, c'est essayer de prendre les atouts de chacun des territoires pour construire la complexité de ce rhum. Alors ici, on est sur un rhum qui est relativement accessible aussi pour partager avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de déguster des spiritueux purs. Ici, on a des notes épicées, un petit peu fruitées. Ça reste gourmand et accessible et c'est relativement représentatif du rhum de tradition hispanique. On a eu l'occasion tout à l'heure de parler un petit peu des vieillissements. Donc on a dit rhum blanc, pas de vieillissement. Une fois qu'il y a une couleur dans le rhum, on considère qu'il a été vieilli. Dans ces rhums qui ont été vieillis, il existe les rhums élevés sous bois, donc 1 an minimum, et ensuite on part sur les rhums vieux. 3 ans, VO, Variol, VSOP minimum 4 ans et XO minimum 6. Ici on va s'intéresser à la cuvée VSOP de chez Penny Blue, donc qui est distillée au sein de la distillerie Médine, donc la plus vieille distillerie de l'île, et ici c'est donc un 4 ans. Donc VSOP, donc 4 ans minimum. Ça n'oblige pas à avoir que du 4 ans, c'est juste pour préciser le plus jeune de l'assemblage, à l'inverse d'une Solera qui va vous préciser le plus vieux de l'assemblage. Alors ici, c'est un rhum qui est relativement accessible, encore une fois. Vous allez trouver des notes de caramel qui rendent tout ça un petit peu gourmand, mais aussi des notes de fruits, des fruits confits, et un petit peu de cèdre aussi qui donne un beau boisé sur ce rhum âgé de 4 ans minimum. Alors cette localisation peut potentiellement vous surprendre et pourtant c'est un des plus gros producteurs de canne à sucre et donc producteur de rhum aussi, c'est l'Inde. Et donc on va s'intéresser à la distillerie Amrut. Alors les amateurs de whisky la connaissent bien, c'est un challenger de plus en plus intéressant sur la production de whisky, ils sont mis aussi à faire du rhum. Ici c'est pas 100% indien, c'est un assemblage en gros de 2 Indies, donc West Indies mais aussi les Indes orientales. Et en termes de notes de dégustation, il y a des notes de safran hyper intéressantes, de réglisse, un petit peu poivré mais très léger. Donc on a un bel équilibre entre un fruité qui se laisse à peine décorer et un petit peu ces notes épicées et boisées. On va continuer notre découverte avec une maison maintenant que vous connaissez qui est Plantré. Ici on va s'intéresser à 3 terroirs différents, qui est Barbade, les îles Fidji et Maurice. Et ici on va faire un assemblage de plusieurs possibilités, on va dire, dans le monde du rhum. Des rhums distillés en colonne et en post-still, des rhums faits à partir de pur jus de canne et des rhums de mélasse, assemblés encore une fois par Alexandre Gabriel, le propriétaire et le représentant, disons, de la maison Plantré et donc de Maison Ferrand également. En termes de dégustation, c'est un rhum qui est hyper chaleureux, très accessible, relativement gourmand effectivement, qui permet de rentrer dans l'univers du rhum relativement facilement.
Quand on parle des rhums La Réunion, il y a une notion qui est hyper importante et qui fait partie de la culture du territoire, qui sont les rhums arrangés. Et la maison Isotier et le fer de lance aussi des rhums arrangés, c'est une distillerie qui mérite qu'on s'intéresse au-delà du cadre des rhums arrangés, car ils ont un savoir-faire assez exceptionnel sur beaucoup de choses. Je m'explique. Cette cuvée ici, qui est le 5 ans, est un assemblage des rhums distillés à partir de pur jus et de mélasse. Cette cuvée est vieillie encore une fois 5 ans au minimum dans des fûts de chêne français et l'assemblage de ces deux matières premières en crée un produit très équilibré, le meilleur des deux mondes, et soulevé par une petite pointe d'agrumes qui vient contrebalancer avec ces petites notes chaleureuses et vanillées. Si on s'intéresse au rhum, il faut s'intéresser à la canne à sucre. Et si on s'intéresse à la canne à sucre, c'est aussi retracer un petit peu son parcours. Et la canne à sucre, elle tire son origine de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et donc d'une région plutôt asiatique. Et là, on va s'intéresser à l'Asie et notamment à la Thaïlande avec Chakara. C'est un nom qui fait écho à Chakar, qui veut dire sucre en sanskrit, qui célèbre un petit peu l'origine asiatique de la canne à sucre. Alors Chakara, c'est un rhum qui a 12 ans. 12 ans, c'est extrêmement vieux parce que les 12 ans ont été faits en climat tropical. Et donc en climat tropical, la part des anges, qui est donc l'évaporation naturelle qu'on ne peut pas éviter, va apporter beaucoup de concentration et donc ça en fait un rhum qui est très riche, très complexe et donc c'est un peu le meilleur des deux mondes pour les dégustateurs aguerris d'avoir toujours quelque chose de hyper généreux avec beaucoup d'arômes à aller chercher, mais aussi pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, avec une pointe de gourmandise aussi qui fait une très belle porte d'entrée. Un petit conseil, pour ceux qui s'intéressent à faire des cocktails, il y a un cocktail ultra classique qui est très simple à réaliser à la maison qui s'appelle le Old Fashion, qui est normalement fait avec du bourbon. Essayez-le avec Chakara, c'est fantastique. Alors on va finir ce tour du monde en 24 rhums avec un produit exceptionnel, fantastique, qui est un témoin de presque 300 ans d'histoire, parce que la distillerie Hamden date de 1753. Alors ce rhum, comme indiqué sur l'étiquette, a vieilli pendant 8 ans. Mais c'est une indication qui est, on va dire, faible, compte tenu de tout ce qu'il faut raconter sur Hamden. Hamden repose sur des piliers qui sont très importants, et notamment le fait que c'est de l'eau de source qui est utilisée pour la création du produit. La fermentation est complètement naturelle, on ne va pas rajouter de levure, on va profiter de tout l'environnement pour lancer une fermentation, sachant que chez Hamden, il y a plein de types de fermentation différentes et donc des profils aromatiques différents. Là, je vous recommande le coffret 8 Mark qui est absolument fantastique pour comprendre toute la profondeur des rhums Hamden. Ensuite, la distillation est exclusivement en pot still, donc des alambics à repas qui vont capter des arômes très lourds. Quatrième notion, c'est le vieillissement tropical. Donc vieillissement tropical, ça effectue une concentration des arômes beaucoup plus élevé qu'on peut l'avoir sur un vieillissement continental. Et enfin, le cinquième aspect, c'est le fait que ces produits n'ont aucun ajout. On n'en a pas trop parlé pendant la vidéo, mais il y a une notion qui est fondamentale et qui règle un petit peu, du moins en Union européenne, ce que c'est le rhum. Il y a deux notions. La première, c'est le degré d'alcool, minimum 37,5, maximum 96. Et la deuxième notion, c'est sur le sucre. On a le droit d'en rajouter jusqu'à 20 grammes par litre. Pas d'inquiétude ici. Ça fait partie des 5 piliers qu'on mentionne sur Hamden. Il n'y a aucun ajout. Tous les arômes et toute la complexité aromatique que vous pouvez trouver sur Hamden, qui sont parmi les rhums les plus aromatiques au monde, sont complètement naturels. C'est effectivement le côté très fruité, le côté colle, mais il y a quelque chose dont on parle souvent quand on évoque Hamden, ce sont les esters. Alors les esters, ça va être un petit peu chimique, mais en gros, c'est comme si on pouvait compter les arômes à l'intérieur du rhum. On les compte en grammes par hectolitre d'alcool pur. Donc il faut faire des conversions, mais en tout cas, ces chiffres permettent de se rendre compte à quel point ces rhums-là sont intenses. On va appeler de rhums lourds. En fait, les rhums lourds, c'est pas juste une question d'alcool, c'est une question de concentration aromatique. Et Hamden fait partie des rhums les plus intenses au monde avec énormément de complexité aromatique. Et là, on est sur le rhum 8 ans qui la porte d'entrée sur Hamden, une réduction à 46. Je vous conseille de découvrir toute la gamme avec d'autres types de vieillissement, d'autres types de fermentation qu'on va appeler des marks qui vont créer des profils aromatiques toujours plus surprenants les uns que les autres. Alors le tour du monde est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes un petit peu plus à l'aise aussi avec tout le lexique qui entoure un petit peu le monde du rhum. On a pu voir qu'il y a différentes matières premières, donc pur jus de canne ou rhum de mélasse, différents types de distillation aussi parce qu'il y a des pot still, des colonnes, différents types de fermentation pour ce on peut soit rajouter des levures, soit profiter de l'environnement global, je pense au clairin notamment. En tout cas, il y a une grande diversité dans le monde du rhum, c'est ce qui fait la beauté du produit. Il n'y a pas un rhum meilleur qu'un autre, ça c'est votre palais qui va le décider, mais de pouvoir les déguster, c'est ce qu'il y a de plus important. Gardez un petit peu de recul, ne faites pas non plus avoir par la couleur, etc. Les rhums blonds sont aussi fantastiques à déguster. Et travaillez votre palais, essayez d'en parler le plus possible aussi. Ça vous aide à mieux remémorer ce que vous avez pensé de votre dégustation. Et au fur et à mesure, vous apprendrez à appréhender peut-être des rhums un peu plus intenses, un peu plus atypiques. Mais il faut que ça reste un plaisir et en le partageant, ça devient encore mieux.